Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19 h sur Public Sénat. Bonsoir à tous, voici les titres de ce mardi 1er mars. Réunion en ce moment même à l'Elysée sur la Libye où Kadhafi s'accroche malgré la rébellion et les pressions diplomatiques, voire militaires désormais de l'Occident. Près de 70 000 réfugiés sont amassés à la frontière avec la Tunisie. Dans ce contexte, une sortie par la petite porte pour Michel Alliot-Marie, l'entrée en fonction d'Alain Juppé, chargé de relancer la diplomatie française. Est-il l'homme providentiel? Débat à suivre dans ce journal avec les sénateurs UMP Jacques Gauthier et socialiste Jean-Louis Carrère. Une histoire de coup bas politique au cinéma. Demain, les acteurs de l'affaire Clearstream sont à l'affiche du Bal des menteurs, documentaire de Daniel Lecomte, qui sera notre invité. L'entrée au gouvernement de Gérard Longuet, en charge de la défense désormais, oblige l'UMP à se trouver un nouveau président de groupe au Sénat. Ce sera le 4e en 3 ans, un poste stratégique car l'UMP ne dispose pas de la majorité absolue. À ce jour, Jean-Claude Gaudin est le seul candidat déclaré. Fabrice Cunet. On perd un homme de qualité, mais il y a plein d'autres hommes de qualité dans le groupe. Ce groupe, plein d'hommes de qualité. Au-delà des hommes et derrière les sourires, l'UMP a surtout beaucoup de courants différents, à commencer par le très influent Territoire et République, mené par Jean-Pierre Raffarin. C'est un moment important pour le groupe ? Oh, il ne faut rien exagérer. Pourtant, l'ancien Premier ministre met la pression depuis dimanche pour que ses proches pèsent dans cette élection à la tête de l'UMP. Je pense qu'il est très important qu'au sein du groupe UMP du Sénat, on n'oublie pas de faire valoir justement ce courant humaniste qui me paraît au moins aussi important que le courant de la droite populaire qui s'exprime beaucoup aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Le grand favori, c'est Jean-Claude Gaudin. À 71 ans, le maire de Marseille a annoncé sa candidature ce matin. Il a la faveur des pronostics, question d'expérience et de contexte électoral aussi. On approche des sénatoriales, des élections sénatoriales, vous le savez, au mois de septembre, et Jean-Claude Gaudin a une connaissance parfaite du territoire et du mode de l'élection des sénateurs. À une semaine du vote, Jean-Claude Gaudin est le seul candidat déclaré. Les éventuels adversaires ont jusqu'à jeudi pour se faire connaître, mais un accord semble en vue. Monsieur Raffarin était présent et j'essaie de trouver, bien entendu, un rapprochement avec Monsieur Raffarin sur le plan des idées. Rien ne nous sépare. C'est simplement quelquefois la volonté pour Monsieur Raffarin de faire avancer tel ou tel de ses amis proches. La succession de Gérard Longuet provoque un jeu de chaises musicales qui aiguise les appétits. Vice-présidence du Sénat et vice-présidence du groupe, autant de sièges qu'il faudra attribuer en ménageant chacune des composantes de l'UMP. Voilà, et le vote des sénateurs UMP donc pour leur nouveau président de groupe interviendra dans une semaine, jour pour jour. Alain Juppé s'est donc installé au Quai d'Orsay, succédant à Michel Alliot-Marie, qui n'y sera resté que 3 mois. Reportage ce matin, Margot Aubrio, Aurélien Romano. Michel Alliot-Marie quitte par la petite porte, mais sous les applaudissements, une carrière marquée par les plus grands ministères régaliens. Elle aura été digne et souriante jusqu'au bout, feignant l'étonnement de voir autant de monde pour son départ. Ou alors est-ce pour son successeur qu'il l'embrasse à plusieurs reprises? La voix tremblante et le sourire figé, elle veut retenir de son bref passage des moments forts, un chantier inachevé et des images. De ces images, je n'oublierai aucune. Comme je n'oublierai aucune et aucun d'entre vous. Je vous souhaite bon vent et bonne mer. C'est avec cette formule militaire qu'Alain Juppé la salue aussi, n'oubliant pas de rappeler qu'il revient de loin. Je suis assez bien placé pour savoir que la vie politique est parfois brutale et injuste. Je suis aussi aujourd'hui placé pour savoir que la roue tourne. Et je vous souhaite à vous aussi, ma chère Michel, bon vent et bonne mer. Ces premiers mots vont ensuite aux diplomates, injustement critiqués d'après lui. Je sais que vous avez souffert parfois des propos tenus sur le manque de vision de la diplomatie française. Qui a vu ce qui vient de se produire au sud de la Méditerranée? Une passation sans aigreur ni remise en cause qui aura duré 1 heure, en photographie, discours et embrassades.
Et peu de temps après, lors de sa première intervention devant l'Assemblée nationale, Alain Juppé a écarté l'option d'une intervention militaire en Libye sans mandat clair de l'ONU, a-t-il précisé. De son côté, le nouveau ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, a connu le baptême du feu. Des questions d'actualité, la voix légèrement affectée, il a affirmé la fermeté de la France face à l'immigration clandestine. La loi de la République sera appliquée avec fermeté, sauf exception prévue par nos lois et par les principes qui nous animent. Les personnes qui se présenteront en France en situation irrégulière seront refoulées. Et nous le ferons en concertation avec nos partenaires européens. Merci, monsieur le ministre. J'ajoute que la solution, c'est dans le développement de ces pays et pas dans l'organisation d'une immigration du travail incontrôlée. Merci. Et le MoDem dénonce, je cite ce soir, la muraille de Guéant dressée à nos frontières face au peuple qui s'ouvre. François Fillon avait lui rendez-vous avec les députés UMP à qui il a assuré que Nicolas Sarkozy était un président expérimenté, pas né de la dernière pluie, a précisé le Premier ministre. Le président des députés socialistes a, lui, le sentiment d'une fin de règne. Jean-Marc Ayrault estime même que Nicolas Sarkozy est en perdition. Bonsoir Mathieu Croissando. Vous êtes là pour nous dire quelle est, selon vous, la situation politique de l'UMP et de Nicolas Sarkozy après le remaniement. D'abord, vous pouvez nous confirmer qu'un certain doute s'est emparé des parlementaires de la majorité. Ah oui, alors Nicolas Sarkozy n'est pas franchement en perdition, mais il y a une métamorphose. Souvenez-vous, Sarkozy, c'était le plus formidable agent électoral que la Ve République nous ait fourni, et c'est devenu le chat noir de la majorité. Au point que la plupart des candidats au cantonal, qui auront lieu à la fin du mois, ne veulent pas mettre son nom sur les affiches et en sont même à planquer le nom de l'UMP. J'étais avec Henri Emmanuelli, voilà. Dans les Landes, voilà, sur les 15 candidats, il n'y en a qu'un seul qui a osé mettre l'UMP sur son affiche. On va leur mettre pour qu'on les identifie. Alors aujourd'hui, tous les élus de droite et surtout les députés, ils ont donc les yeux rivés sur les cantonales parce qu'ils vont faire leurs petits calculs dès le lendemain des élections, ils vont regarder canton par canton ce qui s'est passé dans leur circonscription et là, ils vont pour beaucoup découvrir de mauvaises surprises. Souvenez-vous d'une mauvaise surprise, il y en a déjà eu au régional, il y a des départements où la droite était majoritaire, qui sont passés majoritairement à gauche. On se souvient même dans les Hauts-de-Seine, le fief historique du sarkozysme, la gauche était majoritaire au régional. Il faut comprendre les députés, les circonscriptions, c'est les bijoux de famille. Hein, s'ils se sentent en minorité ou très menacés, eh ben le doute s'installe, ils vont commencer à réfléchir à d'autres hypothèses. Alors, on sait que les hypothèses sont pas très nombreuses, hein. Il y a Fillon qui peut être le premier à y aller, Juppé qui avait fait un acte de candidature au cas où Sarkozy n'irait pas, on n'en est pas du tout là. Ouais. Comme le disait un ministre le mois dernier, tout le monde va y penser très fort au lendemain des cantonales, mais on n'a pas encore trouvé celui qui allait oser en parler au président. Aujourd'hui, quels sont les moyens pour Nicolas Sarkozy de rebondir? C'est très compliqué pour Sarkozy de rebondir. Il y a un problème de popularité. Là, à l'Élysée, ils n'attendent pas grand-chose. Ils savent que la cote de popularité de Sarkozy est basse. Elle n'augmentera pas significativement. Il n'y a plus rien à gratter de ce côté-là. Il y a un problème de sociologie électorale. Sarkozy, c'est l'homme qui avait réussi le tour de force de se faire élire sur un arc électoral, comme le disent les sociologues, qui réunissait à la fois les pauvres et les riches. Les classes moyennes ayant plutôt voté pour la gauche. Aujourd'hui, cet acte électoral, il est fracassé. On sait qu'il parlait de Jaurès dans les usines, qu'il promettait le bouclier fiscal aux plus fortunés. Aujourd'hui, travailler plus pour gagner plus, la crise est passée par là. Alors, c'est pas forcément de la faute de Sarkozy, mais les gens ne pourront plus l'entendre. Il lui reste le créneau traditionnel de la droite, immigration, insécurité, mais là encore, c'est compliqué. L'immigration, on a vu que son propre électorat, une partie en tout cas de son électorat, avait été déboussolée l'année dernière. Lors de la croisade anti-Rome, hein, souvenez-vous, les centristes, quelques catholiques des milieux conservateurs avaient vu d'un mauvais œil cette désignation de bouc émissaire. Et puis l'insécurité, c'est un sujet compliqué, facile quand on est dans l'opposition, compliqué quand on est au pouvoir, parce que vous êtes tout de suite renvoyé à votre bilan. Et ça fait 10 ans pour le coup que Nicolas Sarkozy a fait de l'insécurité un de ses maîtres chantiers. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit que la délinquance a peut-être baissé dans certains domaines, mais les atteintes aux biens, aux personnes en tout cas, ont augmenté. Restait la dernière solution, l'international, sur lequel le président Sarkozy misait beaucoup pour rebondir. Avec la présidence du G20, il comptait rééditer le coup de la présidence de l'Union européenne, qui avait été une période plutôt faste du quinquennat. Et là, poum, patatras, pas de chance. Ses débuts sur la scène internationale commencent de la plus mauvaise des façons, avec obligé de changer son ministre des Affaires étrangères tout au début, parce que alors il n'a pas vu la crise tunisienne venir, ça personne ne l'a vu, mais elle a été très très mal gérée. Et donc voilà, Sarkozy qui voulait faire, en tout cas, le président qui régule, le président qui parle au monde aujourd'hui, est affaibli sur ce point-là. Une équation assez difficile. On a
l'a bien compris. Mathieu Croissando, nos élus pourront réagir dans un instant quand ils auront un micro en face de messieurs. Le président du Sénat, Gérard Larcher, se prononce pour un financement de la dépendance par la solidarité et non par une hausse des cotisations ou un système d'assurance privée, option que n'exclut pas le chef de l'État. Autre réforme importante, la fiscalité. La volonté de Nicolas Sarkozy de supprimer l'impôt sur la fortune se heurte à des résistances, même à l'UMP. De nombreux parlementaires plaident pour un simple aménagement de l'ISF pour préserver les finances publiques. Sandra Cerquera. Nicolas Sarkozy parle de suppression, mais beaucoup au sein de la majorité préféraient une réforme de l'impôt sur la fortune à minima, un simple allègement. Pour François Trucy, sénateur UMP, le moment est mal choisi pour mettre fin à l'ISF, un impôt qui rapporte chaque année près de 4 milliards d'euros. Comment voulez-vous expliquer qu'on supprime en période de crise, en période d'important chômage, une ressource qui vient des plus riches? Ça me paraît difficile, parce qu'il ne faut pas l'abroger, sauf à venir renforcer encore les critiques qui sont portées sur le chef de l'État, le président des riches, etc. Bercy révèle aujourd'hui que ceux qui payent le plus d'ISF ne sont pas les plus riches. Jean Arthuis le répète depuis des semaines, mettre fin à l'impôt sur la fortune ne suffit pas pour réformer la fiscalité. Il faut trouver un gage, et ce gage est un supplément d'impôt sur le revenu, avec un supplément provenant de l'imposition à 45% des revenus les plus élevés. Certaines pistes du gouvernement devraient être dévoilées ce jeudi à l'occasion d'un colloque à Bercy. Mais tous n'y seront pas conviés. Il n'y a aucun membre du reste de l'opposition, donc moi je considère que c'est la tambouille de la droite. Seule certitude, l'abandon du bouclier fiscal. Le sort réservé à l'ISF ne sera certainement pas tranché ce jeudi. Un projet de loi doit être présenté en mai. Nicolas Sarkozy a dévoilé à Bobigny un nouveau dispositif destiné à doper l'emploi des jeunes et lutter contre le fléau du chômage de longue durée. Il a annoncé par ailleurs une aide supplémentaire de 2 000 € pour les entreprises qui embaucheront un plus de 45 ans. Nos invités, donc, pour parler de diplomatie, mais peut-être aussi un peu de politique, les sénateurs UMP Jacques Gauthier, bonsoir. Bonsoir. Élu des Hauts-de-Seine, et socialiste Jean-Louis Carrère, élu des Landes. Nous parlons donc de la diplomatie française. Première question, Alain Juppé, qui a donc formellement pris ses fonctions au Quai d'Orsay, on l'a vu tout à l'heure, est-il pour vous l'homme providentiel? Jacques Gauthier. Écoutez, moi je voudrais rebondir sur la formule d'Alain Juppé tout à l'heure. La politique est un monde injuste et dur. C'est vrai que Michel Alliot-Marie ne méritait pas ce qui lui est arrivé. Je tiens à lui redire mon amitié. Je crois aussi qu'à un moment donné, le gouvernement et le président ont dû prendre des décisions pour nous permettre de rebondir sur la scène internationale. Et je crois qu'Alain Juppé peut être l'homme qui va porter ce renouveau à un moment donné où nous avons besoin de tisser des liens très forts avec les gouvernements qui vont progressivement se mettre en place dans la difficulté. On le voit en particulier en Tunisie avec ce jeu de chaises musicales de Premier ministre qui succède à d'anciens Premiers ministres. Alors Alain Juppé qui suscite aussi des espoirs à gauche, on peut le dire, Jean-Louis Carrère, l'accueil est plutôt bienveillant. Ce n'est pas que l'accueil soit bienveillant. Si on prend Alain Juppé de manière intrinsèque, objectivement, on convient assez facilement que par rapport à ce que l'on vient de vivre, on peut espérer un changement positif. Mais vous savez, lorsqu'on parle d'Alain Juppé et lorsqu'on dit il a été excellent pendant la période allant de telle année à telle année, je rappelle simplement qu'il avait à l'époque affaire à un président de la République qui s'appelait François Mitterrand. Tel n'est pas le cas aujourd'hui. C'est peut-être un peu le problème de la... 1993-1995. Voilà, c'est peut-être un peu le problème de la France, comme disent d'autres. La France aujourd'hui peut-elle à nouveau se faire entendre, notamment dans les pays arabes, Monsieur Gauthier? Écoutez, je crois qu'il faut renouer le contact dans des moments difficiles, puisqu'on voit bien que les interlocuteurs sont en train de changer. Renouer le contact, mais les peuples attendent des signes. Oui, mais pardonnez-moi, pour l'instant, les peuples n'ont pas de lisibilité eux-mêmes, puisqu'on voit bien que ce soit en Tunisie, que ce soit en Libye, que ce soit en Égypte, que personne n'a l'autorité suffisante pour parler au nom d'un pays. Mais mettre en avant le danger de l'immigration clandestine, comme l'a encore fait, on l'a entendu tout à l'heure, Claude Guéant, le nouveau ministre de l'Intérieur, est-ce que c'est la bonne façon? Alors, je crois qu'il faut tout à la fois aider ces peuples sans se substituer à eux et sans ingérence, et je pense qu'on reparlera tout à l'heure de l'éventualité que je condamne d'une action militaire, sauf si elle devait être organisée, encadrée au niveau des Nations Unies. Il faut en effet soutenir ces peuples sans intervenir et en même temps
il faut savoir limiter l'immigration qui risque d'être massive et qui ne peut être profitable à long terme pour personne. Jean-Luc Herrère, vous comprenez l'exécutif quand il se soucie d'une vague d'immigration incontrôlable? Je comprends surtout que l'exécutif a eu un formidable retard dans le soutien qu'il aurait dû apporter à ces peuples en mouvement pour se libérer de la dictature de tyrans. Et je suis très étonné de délai qu'il a fallu pour comprendre cette volonté d'émancipation de ces peuples du Maghreb. Là où je partage l'avis de mon collègue Gauthier, c'est que je ne pense pas qu'il puisse y avoir une intervention militaire qui ne soit pas une intervention décidée au niveau, certainement, de l'ONU, après une décision de l'ONU. Par contre, je crois nécessaire de réfléchir à la possibilité d'interdire le survol aérien des avions libyens si ces avions continuaient ou envisageaient de mitrailler le peuple et les manifestants. Là, je crois qu'il faut être en capacité de réaction rapide. Le survol aérien de la Libye, ça suppose également une intervention militaire. Par exemple, je ne sais pas, détruire les radars. Jacques Gauthier, vous êtes le spécialiste des questions militaires. Oui, je m'occupe plus de défense que d'affaires étrangères et je crois en effet qu'il ne faut surtout pas une intervention au sol. Voilà. La population ne la souhaite pas, elle veut faire sa révolution et il ne faut pas la priver de ce droit à la révolution. C'est la nécessité de retrouver pour eux une reconnaissance vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis des autres. Vous estimez qu'il y aurait un risque de retour de bâton pour l'Occident? Parce que pour l'instant, l'Occident n'est pas fustigé dans aucune des manifestations. Qui serait insupportable. Quand on écoute aujourd'hui tous les Libyens à la télévision, comme tous les Français le soir, ils souhaitent qu'une chose, c'est pouvoir conduire leur révolution à son terme. C'est leur droit et c'est leur volonté. Par contre, Gauthier, il l'a compris, ça. Voilà. Il faudrait que notre président de la République le comprenne. Mais que nous intervenions au niveau aérien, c'est-à-dire que, si nécessaire et sous mandat des Nations Unies, que des appareils occidentaux, sous mandat onusien, interceptent des appareils libyens qui viendraient attaquer les populations, je crois que c'est quelque chose qui pourrait être accepté. Vous êtes d'accord? Il y a quand même urgence, il faut faire quelque chose pour faire tomber Kadhafi qui canonne son peuple. Absolument, absolument. Et puis surtout, ce qu'il faut, c'est être prêt à aider ces peuples, non pas à les encadrer, à leur apporter l'aide qu'ils nous demanderont, en matière de formation, en matière de développement. On retrouve là un petit air d'union nationale à vous écouter, messieurs, là, après ce contexte bien troublé politiquement, en fait polémique. Oui, mais vous savez, c'est pas obligatoirement anormal que vous retrouviez sur des thèmes comme ça une forme d'accord entre des républicains. Le problème ne se pose pas en ces termes. Vous savez, nous venons de voter ensemble 2 textes sur la défense qui avaient une certaine importance. Mais nos divergences politiques ne sont pas gommées pour autant. Moi, je maintiens qu'actuellement, le président de la République et sa politique étrangère, qui n'est plus un domaine réservé, mais un domaine exclusif, pose un problème à la France. Quelle différence y a-t-il entre domaine réservé et domaine exclusif? Le domaine réservé, on peut envisager qu'il soit... pas bien là. Oh ben, je vais vous l'expliquer. Vous savez, dans les Landes, on sait très bien faire de la pédagogie. Alors, je vais vous l'expliquer. Un domaine... Voilà, un domaine réservé, c'est un domaine a priori dont le président de la République peut disposer, mais avec concertation. Lorsqu'il est exclusif, il n'y a plus de concertation. Vous dénoncez la cellule élyséenne qui avait la main mise sur les questions internationales. Je ne dénonce rien. Je ne dénonce rien. Je dénonce le fait que et M. Kouchner et Mme Alliot-Marie ont quelque part été un petit peu inopérants. Était-ce uniquement de leur faute? Est-ce que vous faites donc plus confiance aujourd'hui à Alain Juppé pour affirmer son autorité pleine et entière? Moi, mes prédispositions naturelles iraient non pas vers une confiance vers Alain Juppé aveugle, mais vers l'idée qu'Alain Juppé peut apporter à la diplomatie française. La seule question que je pose, c'est est-ce que M. Sarkozy permettra à Alain Juppé d'apporter à la diplomatie française? Il est toujours une fixation contre le président de la République. C'est pas nouveau. Il a oublié Mitterrand, Dumas qui soutient maintenant Gbagbo, et il a oublié le fils de Mitterrand qu'on appelait Papa Madi. Donc je crois qu'il ne faut pas transposer et passer du blanc au noir. La politique de la France se fait à l'Élysée. Je sais bien qu'on va parler de Claire Stream tout à l'heure. Elle se fait aussi avec le ministre des Affaires étrangères et avec l'ensemble des partenaires. Question importante qui a été posée notamment par le nouveau ministre des Affaires étrangères. Comment relancer l'Union pour la Méditerranée? On sait que c'était le grand projet de Nicolas Sarkozy au début de son mandat. Est-ce possible aujourd'hui, alors que la France, à l'origine, s'était appuyée, on s'en souvient, Jacques Gauthier, sur Ben Ali et sur Moubarak? Bien sûr, mais aujourd'hui, il faut
vivre avec la réalité, c'est-à-dire voir les services, les leaders qui vont sortir des pays émergents, de la Tunisie, de la Libye, de l'Égypte, pour pouvoir travailler avec eux, mais aussi vivre avec l'Italie et ne pas oublier l'Allemagne, qui a eu des liens traditionnels et qui, même bien qu'elle ne soit pas sur la façade méditerranéenne, a une tradition de soutien à toute cette région du monde. Jean-Louis Carrère, vous estimez que cette union pour la Méditerranée garde sa pertinence? Je crois qu'elle a encore plus de pertinence maintenant, et je pense que c'est maintenant qu'on pourra vraiment, avec les peuples qui vont gouverner ces pays, lancer un projet dans lequel la France pourrait prendre toute sa place pour l'accompagnement vers l'émancipation de ces peuples. Il y a un an, à peu près un peu plus d'un an, Alain Juppé, avec Hubert Védrine, avait publié une tribune dans Le Monde pour dénoncer l'affaiblissement du Quai d'Orsay, notamment avec les coupes dans son budget. Est-ce que là, il pourra inverser la tendance? Est-ce que vous le demandez, Monsieur Gauthier? Écoutez, je peux vous dire que Michel Alliot-Marie, en décembre, devant la Commission, s'était déjà engagé à défendre le budget du Quai d'Orsay, et je ne doute pas qu'Alain Juppé poursuivra dans cette voie. Il faut en effet donner les moyens à nos diplomates et à nos représentations, réorganiser certainement, d'être plus performante. On voit bien que l'ensemble de la diplomatie mondiale a raté le coche, n'a pas vu venir ce qui s'est passé, ce grand mouvement populaire. Et je remarque d'ailleurs que tous les experts qui tous les jours nous donnent des leçons n'ont rien vu venir non plus. Cela doit nous rendre modestes dans les conseils que nous donnons. Vous qui êtes focalisé sur ce qui se passe en Afghanistan, vous avez dû être surpris de voir d'autres parties du monde s'embraser, Monsieur Gauthier. Non, heureusement qu'on ne vit pas que sur l'Afghanistan. Mais l'Afghanistan reste un domaine sur lequel nous sommes concentrés. Jean-Louis Carrère, sur l'affaiblissement du Quai d'Orsay. Bon, moi, je crois qu'Alain Juppé est très conscient de ce qui se passe. Il n'y avait qu'à regarder son blog avant qu'il revienne au gouvernement. Et ce n'est un secret pour personne de comprendre qu'il ait annulé ce blog depuis qu'il est rentré au gouvernement. Mais le regard qu'il portait avec Hubert Védrine sur l'affaiblissement mécanique de la diplomatie française doit rester d'actualité. Bien sûr que nous sommes en mesure, toutes et tous, tous les républicains, d'apporter notre aide. Je crois simplement pouvoir dire que l'état des finances publiques ne nous incline pas à l'optimisme. À l'optimisme. Bon. C'est le moins qu'on puisse dire. Il faut retrouver la croissance. Mais plus à une forme de réalisme budgétaire. Bon. Exactement. Merci à tous les deux. Restez avec nous parce que le sujet qui va suivre vous intéressera sans doute. Mais je vous donne d'abord... On ne parlera pas du président Mitterrand ni de ce dont il a parlé, mais je pense qu'on parlera de ses amis. Vous allez voir. Question du nouvelobs.com. En tout cas, Alain Juppé peut-il redresser l'image de la diplomatie française qu'ont répondu les internautes du Nouvel Obs? On le découvre tout de suite. Non à 67%. Oui, à 26% seulement. Nous leur donnerons tort demain grâce à Alain Juppé. Mais je vous assure, je suis convaincu qu'ils ont répondu non sur la base sur laquelle j'ai argumenté. Absolument, il vous a entendu sans doute. Allez, restez avec nous pour la dernière page du 19h, donc l'affaire Clearstream au cinéma demain sous le regard investigateur de Daniel Lecomte qui va nous rejoindre. Après ce petit résumé du bal des menteurs, en fait, la bande-annonce de ce film. J'ai déposé plainte contre X quand j'ai découvert avec stupéfaction que j'étais titulaire de 2 comptes dans une banque dont j'ignorais même le nom. Je suis ici par l'acharnement d'un homme, Nicolas Sarkozy. C'est un western, chacun est là, attend un peu, il fait chaud, il y a de la poussière, les fronts sont en sueur, et qui va le premier dégainer? C'est un règlement de compte, voilà. C'est clair, c'est un règlement de compte. Oui, tout à fait, tout à fait. Vous dites que Gergorin a dit que Villepin avait dit qu'il fallait balancer Sarkozy. Là où je maintiens mes propos, Rondeau, je les ai entendus, Gergorin, je dément. J'ai jamais dit qu'il fallait balancer Sarkozy, j'ai jamais dit que Villepin m'avait demandé de balancer Sarkozy. Voilà, c'est le bal des menteurs. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est l'une des plus belles pièces que j'ai jamais vues. C'est du théâtre. C'est du théâtre. Bonsoir Daniel Lecomte. Bonsoir. La dernière fois que je vous ai reçu, c'était il y a un peu plus de 2 ans maintenant, pour le film consacré aux caricatures de Mahomet. C'est dur d'être aimé par les cons. Vous aviez là... Par des cons. C'est dur d'être aimé par les cons. Par des cons. Par des cons. Ah, par des cons, oui, c'est vrai. Pas tous. Ah oui, c'est vrai. Ils étaient bien désignés dans le film, hein, quand même. Là, c'était un procès qui, donc, vous avez déjà inspiré, celui contre Charlie Hebdo. Cette fois, c'est le procès Clearstream dont vous vous êtes saisi. Pourquoi ? Parce que c'est une énorme affaire,
c'est la plus grande affaire de la Ve République probablement. Et puis 2, parce que c'est une affaire absolument incroyable. Je crois que dans les annales judiciaires, on n'a jamais vu ça. Donc c'était une raison majeure pour quelqu'un qui aime le cinéma s'intéresse à ces acteurs-là du réel. Qu'est-ce que vous avez voulu faire en fait? Traquer la vérité de cette affaire, essayer de la débusquer ou bien montrer simplement la violence politique qu'elle a engendrée? Jacques Gaultier disait tout à l'heure que la vie politique est effectivement très violente. Ni l'un ni l'autre. Ce que j'ai voulu, c'est que j'avais constaté, si vous voulez, que c'est une affaire qui intéressait tout le monde. Il y avait un président de la République en exercice, il y avait un ancien Premier ministre. C'était totalement inédit. Donc il y avait un parfum de violence, de soufre qui était sur le palais de justice. Tout le monde s'intéressait à cette affaire. Personne n'a compris ce qui était joué. Et donc je me suis dit, c'est pas possible. En démocratie, là c'est Public Sénat, en démocratie, le peuple, le public ne peut pas être dupe d'une affaire comme celle-là. Oui, mais donc mon idée, c'était effectivement de la rendre un peu claire. Et votre problème, on le voit quand on découvre votre film, c'est que vous avez dû contourner un obstacle majeur. C'est-à-dire que vous êtes à la porte du tribunal, vous n'avez pas pu saisir la tension extrême des échanges et vous avez tenté de les reconstituer par des interviews ensuite. Oui, j'allais dire heureusement. Il y a des gens qui me reprochent de ne pas être à l'intérieur. Enfin, je voudrais pas franchement, je crois qu'ils sont mal inspirés. Parce que si la caméra avait été à l'intérieur, je crois qu'ils auraient aussi peu compris les choses que les gens qui ont été à ce procès ont compris. Donc heureusement, si vous voulez, comme moi j'avais 2 heures pour raconter cette histoire, je les ai eus en tête-à-tête après les vrais acteurs. Et là, si vous voulez, les témoins, les avocats. Là, ça devient intéressant. D'accord. Vous les avez pas tous eus, hein? Oui, j'ai pas eu Villepin. Et j'ai pas eu Rondeau. Bon, Rondeau écrivait des notes, donc de toute façon il m'aurait rien dit de plus. Et Villepin... Pourquoi pas Villepin? C'était peut-être son intérêt de vous parler. Écoutez, il faut lui poser la question. Il vous a pas expliqué? Je suis pas sûr. D'ailleurs, il n'a parlé à aucun journaliste. Il a parlé à tous les journalistes pendant le procès, mais il n'en a parlé à aucun. C'est-à-dire, il n'a jamais accepté de répondre au jeu des questions-réponses. Il a toujours fait des déclarations, mais il n'a jamais accepté de répondre aux questions qui lui étaient posées. Donc, je trouve normal d'ailleurs qu'il n'ait pas accepté de me répondre à moi. Il a parfaitement réussi son procès. Il a très bien réussi et je pense que ce n'était pas son intérêt de remettre les plats. Oui, bien sûr. Oui. Alors, en tous les cas, ça remet les idées en place avant le procès en appel, dans quelques semaines. Oui, enfin, je ne l'ai pas fait dans l'esprit de l'appel, mais évidemment, il est dans cette dynamique-là, puisqu'on sait qu'il y a toujours une deuxième manche en justice, il y en a au moins 2. Et donc, voilà, dans ce contexte-là, c'est quand même important de comprendre la première manche. Daniel Lecomte, est-ce que vous vous êtes forgé une conviction? Non. Non, mais parce que, vous comprenez, la conviction de ce film, c'est ce que les acteurs en disent. Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est la leur. D'abord, mais attendez, ils disent tous des choses contradictoires. Si vous avez vu le film, quelle est votre conviction à la fin du film? C'est assez difficile, mais ce qui est assez amusant, c'est que le titre, vous êtes inspiré, Le bal des menteurs, par Imad Laoud, qui est l'informaticien. Non, c'est pas lui qui le dit. Il le répète. Il le répète. Mais au procès, vous savez, c'est pas Laoud qui dit ça. Le premier qui dit ça. Votre caméra, c'est lui. C'est lui. Mais vous savez que pendant le procès, tout le monde le dit. Et le premier qui le dit, c'est le général Rondeau. Voilà. Et le monteur principal? Ne me faites pas parler sous la torture. C'est pas celui que vous croyez. Bon. C'est pas forcément Laoud. Messieurs, vous avez envie d'aller voir ce film? Est-ce que vous pensez que vous apprendrez des choses? Peut-être sur les mœurs politiques plus que sur l'affaire en elle-même qui est suffisamment complexe. C'est gonflé d'en faire un film comme ça qui sort dans des salles. C'est peut-être gonflé, en même temps je comprends qu'un cinéaste ait envie de comprendre. Ce qui m'inquiète plus, c'est qu'à l'arrivée il n'ait pas de conviction. Ce qui veut dire que le spectateur lui-même n'aura pas forcément les moyens de se faire une idée réelle sur ce qui s'est passé. Ne regrettez pas qu'un journaliste donne son point de vue dans un film où la justice est en jeu. Oui. Nous sommes bien d'accord. Donc, moi je crois, je crois que s'il avait eu une conviction, ça m'aurait gêné. Comme il n'a pas de conviction, j'irai voir le film. Vous irez voir. Voilà. Merci beaucoup Daniel Lecomte. Le film donc s'appelle Le bal des menteurs. Et il sort demain dans un certain nombre de salles de cinéma en France. Et je pense qu'il y aura un effet de curiosité. Merci d'être venu nous le présenter. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette édition. À 22h, Pierre-Henri Gergonne vous présentera le journal sur Public Sénat. Tout de suite sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Ils ont voulu le pouvoir. On change de sujet. Il avait demandé à devenir harki.
pour se protéger de la sauvagerie du FLN. Plus tard, j'ai eu des séquelles. J'ai des séquelles que des fois, j'oublie pas. L'État français dit que les Algériens, c'était les Français. Et de l'autre côté, on les abandonne. J'ai posé la question à plusieurs fois. Comment on peut abandonner ses enfants? Pour quelles raisons les Harkis ont-ils rejoint l'armée française? Comment ont-ils vécu la guerre? Quel sort leur a été réservé à l'indépendance? Après Apocalypse et la Seconde Guerre mondiale, Isabelle Clarke et Daniel Costel poursuivent en Algérie leur exploration des heures sombres de l'histoire. La blessure, la tragédie des Harkis, samedi à 22 h sur Public Sénat.